Je remercie beaucoup Serge Effez d'avoir accepté de participer à notre table ronde de ce soir. Et je passe le micro à Christine Chéquet, qui est la modératrice de cette table ronde. Voilà, la question que je voulais vous poser à tous, c'est, elle est à la fois très naïve et très évidente, et peut-être avez-vous quand même quelque chose à nous en dire de plus sophistiqué. Pourquoi ce thème, naissance et renaissance? C'est vrai que ça ne va pas de soi de parler de naissance dans un cabinet de psychothérapie, parce qu'en général, quand on va voir son psy, c'est plutôt pour que ça aille mieux dans le présent et éventuellement dans le futur proche. Mais on n'a pas forcément envie de parler du passé, et en plus d'un passé lointain, et en plus d'un passé tellement lointain qu'on ne peut même pas s'en souvenir. Donc voilà, déjà, ça ne nous vient pas forcément à l'idée de parler de naissance. Et pourtant, voilà, en tant qu'analyste psycho-organique, j'ai pu observer, ainsi que beaucoup de mes collègues, qu'il y a eh bien, une présence du passé dans le présent qui vient sous forme d'habitudes relationnelles, de comportements auxquels les personnes eh bien, sont soumis un peu sans en avoir conscience. On appelle ça, nous, des contrats, c'est-à-dire ces modalités, souvent inconscientes, qui font qu'on choisit telle ou telle chose. Et on va être très attentif à repérer ces contrats en psychothérapie, et puis à essayer éventuellement eh bien, d'accompagner la personne pour qu'elle puisse les transformer afin qu'ils soient meilleurs pour elle. Alors, quand est-ce qu'ils se sont formés, ces contrats ? Eh bien, ça peut être, évidemment, il y a longtemps, il y a très longtemps. Ça peut même être, parfois, avant que la parole soit possible, avant les 2 ans. Et là, ce qu'on observe, c'est que, en fait, plus ces contrats se sont inscrits de façon précoce dans la structure psychique du petit enfant en développement, et plus ils vont modeler profondément les comportements, la façon que l'enfant a de se relier au monde. Et des travaux sur le bébé, le nourrisson, le fœtus, l'embryon de ces dernières décennies ont montré que, en fait, le petit enfant, le bébé, il a des compétences précoces. Hein, il a déjà des capacités de comprendre le monde dans lequel il arrive, et même que le fœtus, avant donc de naître, il a, au bout de 3 ou 4 mois, des possibilités de perception telles qu'un premier sentiment de soi peut advenir. Et donc, il y a des inscriptions dans voilà, la structure psychique et le corps de l'embryon et du fœtus, et puis du nouveau-né, qui se font comme ça dès les débuts de la vie. Alors, par exemple, là, pour illustrer un petit peu ça, j'ai noté ces situations de cet homme qu'on a accompagné avec ma collègue Christine Petitjean, qu'on avait accompagné sur un stage de naissance en APO. Cet homme, il avait une attitude existentielle passive, il ne sentait pas sa force, disait-il. Il était né par césarienne, il faisait cette association-là. Et au moment où on lui proposait de créer une phrase qui pourrait formuler avec quoi il arrivait dans ce monde, sa phrase à lui, c'était « aide-nous ». Voilà. Quand il disait ça, en fait, c'était la phrase de ses parents vers lui, il n'y avait pas de « je » dans sa phrase. Et donc, ça faisait lien avec cette impression d'être absent de sa vie que cet homme avait. Et cette possibilité d'explorer à nouveau cette période initiale de son existence, sa naissance, ça a été pour lui l'occasion d'abord de faire le lien avec les conditions de son arrivée au monde, et puis de pouvoir créer une nouvelle expérience. Il y a par exemple aussi cette femme qui se donnait peu de valeur, et puis se disait le résultat d'une conception par accident, ou de cet homme qui se reliait difficilement aux autres humains, et se vivait comme le cadeau d'anniversaire de sa mère. En disant ça, on entendait que, oui, parce qu'il était né le même jour que sa mère. Voilà. Et donc c'était intéressant d'entendre qu'il se vivait comme un objet, et non pas comme un sujet.
Donc, voilà, il y a une multiplicité de situations qui vont inscrire ces contrats, mais ce qui va être formidable avec la psychothérapie, je trouve, c'est que même si bien évidemment on ne peut pas changer le passé, puisque ça c'est terminé, on va pouvoir accompagner une transformation de l'inscription que le passé a eue en nous, en s'appuyant sur la propriété de plasticité neuronale. Nos mémoires sont inscrites en nous, non pas dans le marbre, mais dans des structures biologiques qui ont une possibilité de bouger. Et on va pouvoir ainsi, non pas revivre sa naissance, mais on pourrait dire peut-être rejouer sa naissance en ayant la possibilité à la fois de rencontrer la mémoire du manque, de transformer la mémoire du manque, mais aussi d'accéder à la sensation de l'élan vital. Parce que on n'a pas, nous, un seul cerveau, les êtres humains. On a plusieurs cerveaux. L'évolution nous a offert cet héritage qu'en dessous de notre cortex, on a un cerveau qui nous vient des mammifères et nous gère les émotions, un cerveau qui vient d'encore plus loin. Et pour aller visiter ces inscriptions précoces, ça ne va être pas simplement à partir de la pensée qu'on pourra le faire, il faudra y aller avec le corps. Et l'APO a quelque chose à proposer pour ça. Ouais, pourquoi ce thème de la naissance? Eh ben, c'est parce que la naissance, en fait, le numéro, c'est la naissance, mais peut-être on aurait pu mettre les naissances. Parce que la caractéristique de l'être humain, c'est qu'il continue constamment d'être en naissance. Voilà. La naissance, c'est le moment visible d'un processus qui travaille. C'est le moment d'apparition de quelque chose qui était déjà là avant. C'est ça une naissance. Un bébé qui naît, il était déjà là avant, mais la naissance, c'est le moment où il apparaît. Et à partir du moment où une naissance a lieu, ça suscite d'autres naissances, ça suscite des modifications de l'environnement, le comportement des gens autour de soi. Quand on a un premier enfant, on se rend compte à quel point c'est vrai que ça change l'environnement autour de soi. Et même l'humain, en fait, l'humain sa vie, c'est une succession de naissances. Si on laisse un bébé après sa naissance, un bébé, il n'est pas dans une croissance. Si on laisse un bébé tout seul, il ne croît pas. Il décline et il finit par mourir. En fait, la naissance d'un bébé, pour qu'il devienne un humain, doit s'accompagner d'autres naissances. Naissance à la communication, même s'il a des aptitudes très grandes à la communicabilité, hein, mais naissance à la communication, naissance au langage, naissance à la parole, naissance à la culture où il est. Et notre vie, en fait, est constamment celle de naissance. Et bien sûr, quand le bébé arrive, il arrive dans un milieu, dans un contexte où beaucoup de projections se font sur lui, beaucoup d'attentes, et il est conditionné, parce que Yann a nommé les contrats, que nous nommons les contrats en analyse psycho-organique. Et ces conditionnements, ils nous sont nécessaires, parce que c'est ce qui constitue notre personnalité. Sans ça, on ne pourrait pas vivre, en fait. Mais ça a aussi des effets négatifs de conditionnement qu'on ne souhaitait pas obligatoirement. Et la thérapie, c'est le lieu, c'est vraiment le lieu pour se détacher de ces comportements projetés sur nous, qui se transforment assez souvent en inhibition de nous-mêmes. Donc c'est le lieu pour se détacher de ça et grâce au travail thérapeutique, d'arriver à naître finalement, vraiment, à soi-même. C'est un peu peut-être ambitieux, un peu grandiloquent, mais à des parties de soi-même. Voilà le lien entre la naissance et la psychothérapie de mon point de vue. Ok. Et l'un de vous trois, je vous passerai la parole après, mais pourrait-il juste nous expliquer, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi l'APO est un outil particulièrement
adapté à ce travail sur la naissance, les naissances et les renaissances et ce processus continuel d'accouchement de soi-même. L'analyse psycho-organique a une façon vraiment particulière de proposer un travail sur la naissance. C'était vraiment passionnant pour moi de lire dans le numéro 1 de la revue APO l'interview de Paul Boyson qui raconte une des sources d'inspiration de la création de l'expérientiel de naissance. C'était donc le théâtre de Grotowski et une expérience proposée par ce metteur en scène qui invitait à une forme de régression très particulière où ça se passait donc dans le noir avec pieds avec coudes et genoux collés et avec pendant un temps prolongé la possibilité de partir du tout début du développement de l'être, c'est-à-dire la cellule. Voilà. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est une chance extraordinaire quand on vit l'expérientiel de naissance APO, c'est de pouvoir expérimenter un enracinement corporel profond, mais profond pas seulement parce qu'on le sent dans son ventre, mais profond parce qu'on va aller visiter les structures archaïques qui nous constituent. Et puisqu'il y a vraiment tout un voyage que l'embryon et le fœtus accomplissent pour traverser des étapes de l'évolution de la vie sur la Terre, enfin d'abord dans l'océan, et puis ensuite, comme Ferenczi l'avait montré dans cette analogie où l'arrivée des mammifères et les animaux qui colonisent la terre ferme est en analogie avec la naissance d'un être humain qui passe de milieu aquatique au milieu solide. Donc il y a cette possibilité-là, comme ça, de goûter à des états antérieurs à l'être humain. Ce qui me semble important aussi dans ce que propose l'analyse psycho-organique, c'est cette possibilité d'imaginer, au cours d'un rêve éveillé spécifique qui intervient dans le processus de naissance, imaginer que c'est possible de choisir de s'incarner et de prendre le temps, à partir des sensations du corps, de laisser monter un oui à vivre une vie d'humain sur la Terre. C'est ce que Paul a appelé la conception avec un C majuscule. Et ce que je trouve vraiment important dans cette expérience qui est proposée, c'est qu'il y a un chemin là qui va de l'organique le plus profond vers le symbolique. Mais c'est non pas une idée qui va essayer de s'imposer au corps, mais c'est que c'est à partir de la profondeur du corps qu'un mouvement se fait. Voilà. Tu parles même d'un organique très ancien, très archaïque dans ton travail. Oui, c'est ça. Et j'ai envie, pour l'illustrer, de nommer quelques mots de l'expérientiel de naissance que j'ai vécu dans le cadre de ma formation à l'École française d'analyse psycho-organique, qui est donc une formation expérientielle qui invite les étudiants à vivre les expériences. Et là, alors que j'avais l'image que la vie prénatale, c'était une sorte de paradis en fait, où on est nourri comme ça de façon automatique par ce cordon ombilical qui donne de la nourriture à volonté, que c'est génial, etc. Et en fait, étant dans la profondeur de l'expérience, ce que j'ai vécu, c'est un mal-être, un passage dépressif au moment donc de ce rejeu de la vie prénatale. Et j'ai pu après faire le lien avec une situation familiale où il y a eu un deuil qui a précédé ma venue et qui a pesé sur ce moment-là de ma vie. Et ensuite, de pouvoir me dégager de, disons, les demandes familiales qui étaient arrivées en lien avec ce deuil. Donc ça a été important. Et puis il y a eu aussi, au moment de la sortie, j'ai ressenti une sorte d'ondulation dans ma colonne vertébrale, quelque chose que je n'avais jamais vécu avant et qui était une sorte de mouvement comme ça, puissant, étonnant, et qui m'a fait sentir, ah bon, j'avais donc voulu vivre avec cette force-là.
Et là, à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, il y a quand même quelque chose de vraiment particulier qui peut être rencontré là. Merci Yann. Chers collègues, qu'avez-vous envie de nous dire sur le processus de naissance en APO? Oui, je pense que l'analyse psycho-organique est très outillée sur la question de la naissance. Et notamment avec notre travail avec ce qu'on appelle l'impulse primaire. L'impulse primaire, c'est la force de vie en nous. C'est la force qui nous demande en quelque sorte de nous réaliser le plus possible. En fait, tout ce qui vit ne vit pas à minima. Tout ce qui vit cherche à se développer le plus possible. Tout ce qui vit cherche à être le plus possible. Et nous, on en a fait un concept, ça, l'impulse primaire, la force et le désir d'exister. Je me suis dit en réfléchissant à cette table ronde que peut-être que cet impulse, c'est la même force que celle de la force de l'évolution darwinienne. Cet impulse en nous, c'est peut-être la même énergie que celle qui fait que depuis de tout temps, l'être humain s'adapte à l'énergie de s'adapter et de perdurer de transmission en transmission à travers les générations. Donc on travaille avec ce désir qu'a tout un chacun et qui est aussi certainement ce qui conduit les personnes en thérapie. C'est ce même désir, c'est cette même force, ce désir qu'a tout un chacun d'être le plus possible lui-même. Et donc ça suppose de débroussailler tout un ensemble de contraintes, d'impossibilités qu'on a intégrées d'être nous-mêmes pour toucher ce noyau-là de notre propre capacité à nous faire naître. Voilà. Alors on a en plus un expérientiel très spécifique. On appelle ça un expérientiel, c'est un mot de chez nous pour dire une situation où on peut réparer son processus de naissance, celui-ci étant entendu du moment de la conception jusqu'au moment de l'accueil par les parents. La naissance, pour nous, ça n'est pas juste la sortie de la matrice utérine, c'est le moment qui va de la conception, l'incarnation, le vécu intra-utérin, le passage et l'accueil par les parents. Et c'est un travail qui se fait en groupe, généralement, et qui est un des bijoux de l'APO de mon point de vue, et où on peut, comme disait Yann à l'instant, on peut chacun pour soi ressentir des choses très fortes, très puissantes. Et j'ai fait un processus, j'ai animé en tant que thérapeute un processus de naissance il y a 2 semaines, et il y a une personne là qui a senti comment c'est cette énergie qui l'a propulsée à s'incarner. Parce que en fait, c'était pas du tout le moment pour ses parents d'avoir un enfant à ce moment-là. Et il y a quelque chose qu'elle a perçu donc, dans ce travail, il y a quelque chose qui l'a poussé à s'incarner, quoi qu'il en soit, et à forcer en quelque sorte, à forcer sa propre incarnation à un moment qui n'était pas du tout opportun objectivement pour ses parents. Alors ça peut paraître comme ça un peu luberlu, mais ce sont des choses qu'on peut sentir précisément dans ce moment de régression aussi qui a lieu durant ce processus. Ok, bienvenue Joël. Bienvenue. Ruth, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur l'expérientiel de naissance? Oui, moi je voulais juste rajouter comment dans la clinique, au sein du cabinet, on voit continuellement des répliques en fait de cette naissance, on pourrait dire des contrats, mais de cette naissance, et que ça se manifeste de différentes manières. Par exemple, cette semaine, j'avais un patient qui est un jeune papa, il a une fille qui doit avoir 9 mois, et lorsque sa fille est arrivée, il était extrêmement dérouté par le fait qu'il n'arrivait pas à faire lien avec elle, sans en comprendre les causes, parce qu'il était extrêmement désirant et heureux d'accueillir cet enfant.
Et c'était clairement, pour moi, je sentais bien que c'était une réplique d'un vécu de sa naissance, ce qui a été l'occasion pour lui d'aller interroger sa mère, son père, et d'aller entamer un début de travail, d'exploration, puis de transformation de ce contrat. Un autre aspect autour de la naissance, par exemple, c'était aussi cette semaine une patiente qui spontanément déroule sa semaine et puis fait une sorte de bilan spontané de son travail depuis quelque temps qu'elle est là. Et elle termine en disant en fait, je me rends compte que je n'adhère plus, elle utilise le mot, je n'adhère plus aux situations, je n'adhère plus à mon patron, je n'adhère plus à mon mec quand il ne fait pas ce que je veux, je n'adhère plus au chagrin de mon fils. Et en fait, c'est comme si j'étais née. Voilà, elle a vraiment exprimé ça. En fait, je suis née, je crois. J'ai grandi, je suis née. Voilà. J'ai été extrêmement touchée par ces propos. Voilà. Et c'est vraiment des choses que l'on voit régulièrement dans un processus et parfois plusieurs fois. Parce qu'il y a en effet plusieurs stades qu'on traverse, plusieurs transformations qui se font au cours d'un processus en cabinet. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu peux garder le micro, Ruth, parce que j'aimerais bien... Tu as écrit un très bel article dans la revue sur l'accompagnement d'une patiente qui a vécu une PMA, donc une procréation médicalement assistée. Et j'avais envie de t'entendre, voilà, de façon très clinique sur comment entendre tes réflexions sur un processus qui procède d'une médicalisation extrême de la conception et qu'est-ce que ça peut générer pour le couple et encore plus particulièrement pour le corps de la femme qui est complètement, qui est objectivé, réifié dans ce processus très médical. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous sur ce thème ? Mais en effet, quand alors l'article que j'ai écrit est un cas clinique d'une personne qui est arrivée chez moi. C'était la première patiente qui arrivait dans mon cabinet avec une problématique de procréation médicale assistée. Elle est arrivée extrêmement déprimée. Et je voyais qu'elle était en très très grande souffrance et elle souffrait dans son corps et elle souffrait dans son âme de ne pas pouvoir accéder à son désir, que son désir d'enfant ne s'incarne pas. Alors elle avait déjà eu un premier enfant avec une PMA, mais elle n'arrivait pas à accéder au deuxième et elle avait sans arrêt des fausses couches, enfin ça ne prenait pas, quoi. Et elle était totalement effondrée et toute sa vie était centrée sur ce désir qui, d'un impulse de vie, devenait totalement mortifère, totalement obsessionnel. Et son corps était devenu un objet. Voilà, ce que j'observais et dont elle a témoigné, c'est que son corps est devenu un objet dont elle était finalement dépossédée, coupée, la relation conjugale complètement protocolisée et qu'il y avait quelque chose qui s'était déshumanisé. Mais ça, elle ne l'a formulé qu'au fur et à mesure du travail. Elle est arrivée effondrée. Et je trouve que l'analyse psycho-organique, dans sa profondeur du travail dans l'organique, justement relié au sentiment, m'a permis de l'accompagner. J'ai privilégié à ce moment-là un travail essentiellement centré sur son ventre. Et à plusieurs reprises, au cours des séances, je l'invitais, après
une relaxation, les yeux fermés, de respirer dans son ventre et puis de mettre son attention à l'intérieur, d'en avoir une image, d'explorer cet espace et de trouver une issue. C'était toujours ma directive, mes consignes. Et au fur et à mesure de ça est apparu pour elle le deuil de ce qu'elle n'avait pas pu, de ce dont elle n'avait pas pu accoucher, le deuil de ce corps qui ne répondait pas. Elle a pu retrouver aussi ses désirs, retrouver son corps, des sensations dans son corps, des désirs de femme. Ça a été vraiment très très profond et très subtil comme travail. Vraiment, c'est un travail de regard intérieur que le patient peut se permettre dans un cabinet en sécurité, accompagné. Au départ, je l'ai refait à plusieurs reprises avec des patients, il y a souvent un petit étonnement dans fermer les yeux, respirer dans votre ventre et rentrez-vous dans le ventre. Hein, comment la patiente elle, ou le patient entend ça. C'est toujours un peu étonnant. Laissez venir une image, promenez-vous là-dedans. Nous, on a l'habitude quand on est formé à l'EFAPO, mais pour un patient qui débarque dans cet univers totalement symbolique, c'est extrêmement singulier. Et j'observe, et j'ai observé avec cette patiente, mais en général, à quel point finalement le patient plonge dans cet organique et comment il peut faire advenir, et donc faire naître, faire advenir son résiduel, ses souffrances, les passées, et aussi un autre possible. Voilà. Merci Ruth. Tu nous dis très bien aussi, je trouve, enfin j'interprète un petit peu, mais combien naissance et deuil sont proches, ont quelque chose de similaire. Alors, je ne sais pas qui va vouloir répondre à cette question, mais je la pose. La PMA est un thème qui est très contemporain. Il y a beaucoup d'actualité autour de cette question. Moi, la question que ça me pose, c'est en quoi la PMA influence le développement de l'enfant qui est le fruit de cette conception un petit peu particulière. Yann, tu as envie de répondre ? Oui, il me semble que dans les situations de procréation médicalement assistée, la question du récit conceptionnel se pose d'une façon différente. Il y a une multiplicité d'acteurs. Il peut y avoir un donneur, une donneuse, il peut y avoir des personnes du monde médical. Et là, comment préparer la possibilité que cet enfant qui va naître par ce processus de procréation médicalement assistée puisse avoir une image de sa conception qui soit suffisamment viable pour lui. Et donc il me semble que les parents qui traversent tout un chemin pour arriver à transmettre la vie, malgré certaines difficultés, ont aussi à travailler sur la création d'un récit. Et que c'est vraiment important parce que l'enfant, le risque, c'est qu'ensuite l'enfant se perçoive comme, par exemple, le résultat d'une incapacité, se perçoive comme une chose. Et donc, comment travailler ça pour que l'enfant, plus tard, puisse se penser comme sujet. Et là, je pense à la phrase du poète Khalil Gibran, fameuse phrase qui dit vos enfants ne sont pas, vous la connaissez tous, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Et cette phrase, elle est puissante parce qu'elle introduit un tiers dans la conception, on va dire deux, ou en tout cas les acteurs de la conception, étant donc pas les seuls à être
la cause de cette nouvelle vie, mais étant plutôt comme une porte qui permet à un flot vital qui a 3 milliards d'années sur la Terre, de passer à travers eux pour que l'aventure du vivant continue. Et ce tir conceptionnel, à savoir donc le mouvement de la vie qui a réussi à se continuer à travers cette personne, ce tir conceptionnel peut être un point d'appui pour que cet enfant puisse penser plus tard sa conception d'une façon suffisamment viable. Oui, je crois que vous vouliez réagir. Ah oui, je ne peux pas résister là parce que c'est tellement intéressant tout ce que vous dites. Alors c'est pas du tout sur le thème de la PMA qu'on m'avait demandé, que j'avais prévu d'intervenir ce soir, mais c'est aussi un thème sur lequel j'ai pas mal travaillé, donc je ne peux pas résister à vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Pour moi, la catastrophe qu'a été la PMA telle qu'elle a été pratiquée en France avec la création des sécos, c'est toute la question de l'anonymat et toute la question, j'ai envie de dire, de la destruction du donneur en tant que personne. C'est-à-dire que le donneur, ça n'est personne, c'est juste une petite cellule sur un coin de paillasse, et ni vu ni connu, presque honteusement, le donneur est censé se retirer pour laisser la paternité du vrai père de l'enfant se développer. Alors bien évidemment, le père de l'enfant est celui qui désire cet enfant et celui qui va l'élever depuis sa naissance, mais on ne peut pas détruire comme ça une personne qui a fait un don et qui, grâce à ce don, a permis à un enfant de venir au monde. Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça qui a été très évocatrice pour moi. Voici un homme qui vient en psychothérapie et qui, à la première séance, me dit, il vient parce qu'il a des moments d'angoisse, d'anxiété, peu importe, enfin rien de très très grave, mais il veut surtout réfléchir à lui-même. Et au cours de cette première séance, il me dit, vous savez, je suis séparé de ma compagne et j'ai un fils qui a 8 ans, et ce fils, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est le soleil de mon existence, c'est lui qui donne un sens à ma vie. Je pense que s'il n'était pas là, j'irais extrêmement mal, mais grâce à sa présence, je me sens vivant et je me sens important. Et en fin de séance, une dernière phrase, il lâche comme ça, mais vous savez, je dois vous dire une chose, j'étais entièrement stérile et cet enfant est né grâce à un don de sperme, mais ça n'a aucune importance, je suis son père et j'ai décidé de ne jamais lui en parler pour qu'il ne soit pas ensuite confus par rapport à la question de ses origines. Moi, je me la ferme, évidemment, et j'attends un certain nombre de séances et une thérapie qui se met en marche et qui fonctionne. Et au bout de quelques mois, cet homme me dit, mais vous savez, depuis que je réfléchis avec vous, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chaque fois, il a cette phrase, chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme dont il est issu génétiquement. Donc vous voyez qu'entre le « je n'y pense jamais » et j'y pense chaque fois que je le regarde, on voit surgir un gouffre qui est le gouffre de l'inconscient, c'est-à-dire qui est le gouffre de toutes ces choses qui passent dans notre esprit et entre notre esprit et un autre esprit, sans que nous en ayons conscience dans la relation, sans aller jusqu'à la conception de l'inconscient freudien, tout ça paraît évident. Et j'ai imaginé à ce moment-là, quand cet homme me dit ça, je l'ai imaginé à quatre pattes, en train de jouer avec son fils chéri au train électrique sur un tapis. Et puis tout à coup, il y a le fantôme du donneur qui traverse la pièce. Et j'ai imaginé le regard de cet homme suivre le fantôme du donneur qui traverse la pièce. Et j'ai imaginé son fils qui regarde son père et qui dit « Mais qu'est-ce qu'il a, papa ? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus là ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour qu'il s'absente ainsi ?» Et vous voyez toute la confusion qui s'installe dans la relation autour de ce secret et autour de ce fantôme. Un fantôme qui a été fabriqué socialement, autour de la façon dont est faite, ou était faite jusqu'à présent, la PMA. Et à ce moment-là, j'ai une autre association qui est que je dis à cet homme, et vous m'avez raconté un jour que quand vous étiez enfant, votre père voyageait beaucoup, il était beaucoup en voyage d'affaires, et que quand il partait, il y avait un monsieur qui venait à la maison tenir compagnie à votre mère, et que ce monsieur, vous ne l'aimiez pas beaucoup. À ce moment-là,
Le père sort de séance et se précipite dans une librairie où il achète un livre, vous savez, les livres qu'on fait pour les enfants maintenant nés par PMA, où on explique la petite graine malade, la petite graine du monsieur très gentil qui donne sa petite graine, etc. Et il raconte cette histoire à son fils le soir, et il lui raconte une histoire où finalement on n'est pas trop de deux peut-être pour faire le merveilleux enfant qu'il a en face de lui. Donc, tout ça pour effectivement aller tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que la PMA, c'est d'autres personnes, et ce sont des personnes humaines, ce sont des personnes qui sont douées d'intention, ce n'est pas des petits bouts de personnes, ce n'est pas des petits bouts de cellules. Je suis très content aujourd'hui qu'après beaucoup d'années de lobbying, on lève l'anonymat des donneurs, et ce qui va permettre aux enfants de se représenter leurs origines dans toute leur complexité. Ce que vous nous dites, c'est que la PMA, c'est à la fois une transformation profonde de l'image conceptuelle de l'enfant, mais aussi de la parentalité. Hein, il y a quelque chose qui est vraiment remis en question dans la parentalité. Vous allez garder le micro parce que vous étiez ici pour nous parler non pas de PMA, mais de cette naissance très particulière qui est le fait de renaître dans un corps d'un sexe différent, différent du genre biologique qui nous a été attribué. Donc je crois que vous aviez quelques envies de nous partager des choses issues de votre clinique. C'est ce qui m'est venu lorsque vous m'avez proposé d'intervenir sur ce thème naissance et renaissance. C'est effectivement ce qui rejoint ce qui est devenu l'essentiel de ma clinique à l'heure actuelle, c'est-à-dire la clinique de la transidentité. C'est-à-dire des jeunes et des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui ne se reconnaissent pas dans leur corps sexué, dans leur corps genré, et qui entament ce qu'on appelle une transition, c'est-à-dire avec les moyens de la médecine, de la chirurgie, eh bien, de transformer leur corps pour que leur corps réponde à la façon dont ils se représentent, et donc changer de sexe, comme on disait autrefois, en tout cas changer de genre. Et c'est un phénomène aujourd'hui, je pense que vous vous en rendez compte, qui est devenu... alors, Elisabeth Roudinesco a eu le malheureux mot de dire un jour que c'était devenu épidémique. Alors, en pleine épidémie de Covid, c'était sans doute un petit peu maladroit de qualifier les choses comme ça, mais en tout cas, qui est un véritable raz-de-marée. C'est-à-dire qu'il y a des consultations spécialisées qui voient le jour dans de plus en plus de lieux en France et qui sont assaillies de demandes d'adolescents, de jeunes adultes ou d'adultes moins jeunes qui veulent faire ce chemin vers le changement. Et ça rejoint très étrangement beaucoup de termes que vous avez employés, mais en tout cas celui de naissance et renaissance, puisque ce qu'on entend autour de ce processus, c'est un processus qui s'appelle born again, c'est-à-dire vraiment renaître. Et il est question, notamment autour du changement d'état civil et autour du changement de prénom, du dead name, c'est-à-dire il s'agit de tuer une personne pour en faire renaître une autre. Il s'agit notamment de tuer un prénom, et une fois que ce prénom est tué, vous ne pouvez plus le mentionner avec ces personnes. C'est quelque chose qui leur fait mal d'entendre le prénom qui leur a été donné à la naissance, et il s'agit de les nommer du prénom qu'ils ont choisi. Quelques réflexions par rapport à ça, mais déjà quelques impressions aussi. Alors j'essaye d'associer un peu sur ces choses que vous avez dit, ce vocabulaire que vous employez, qui n'est pas tout à fait le mien, mais que je trouve très, très intéressant. C'est évidemment le rapport au corps et le rapport au corps qu'on peut avoir avec ces personnes. De plus en plus, viennent, parce que j'ai une consultation très importante autour de ça, je vois de plus en plus fréquemment entrer dans mon cabinet des personnes, des êtres, dont je ne sais plus si ce sont des filles de naissance qui transitionnent en garçons ou des garçons de naissance qui transitionnent en filles. Et ça, je peux vous dire que c'est psychiquement une expérience tout à fait étonnante, et que le jour où, avec le premier patient avec qui ça s'est produit pour moi, et je l'ai regardé, je me dis, mais c'est un garçon ou c'est une fille, je ne sais plus, c'est un garçon qui prend des hormones ou c'est une fille. Et tout à coup, j'ai lâché ce questionnement. C'est comme s'il y avait un mur qui était tombé à l'intérieur de ma tête. C'est-à-dire, j'étais en face de l'être. Je me suis dit, cette personne est une personne, c'est un être humain. Est-ce que c'est si important de savoir
si c'est une fille de naissance ou un garçon de naissance. Or, c'est très important dans notre construction sociale et dans la façon dont nous nous mettons en relation les uns avec les autres, de s'orienter avec cette boussole de la différence des sexes. Je regarde cette pièce, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, très peu d'hommes, comme d'habitude dans les réunions de psy. Je marque immédiatement cette différence. Mais peut-être qu'une des femmes ou un des hommes présents ici est un homme trans ou une femme trans. Je ne sais pas. Et à ce moment-là, c'est une autre façon de regarder les choses et de les prendre en considération. On parle de ces personnes-là, qui donc sont de plus en plus nombreuses, parlent de assignation. Ils disent tous, si vous les écoutez, j'ai été assigné garçon. Je suis né telle date et j'ai été assigné garçon ou j'ai été assigné fille. Ce qui est quelque chose qui heurte un petit peu, parce que dans un premier mouvement, on a envie de leur dire bah non, vous n'avez pas été assigné garçon ou fille, vous étiez un garçon ou une fille. On vous a regardé et puis on a dit ça c'est un garçon, ça c'est une fille, à part les quelques rares cas d'intersexuation qui sont très rares mais qui existent. Voilà, on est garçon ou fille. Mais ce terme d'assignation est extrêmement intéressant, au fond, si on y réfléchit. Parce qu'il dit quoi ? Il dit par exemple qu'il y a beaucoup de cultures dans lesquelles l'assignation ne se fait pas en fonction de l'anatomie. Il y a beaucoup de cultures dans lesquelles on va assigner un bébé garçon à une place de fille et un bébé fille à une place de garçon, parce que socialement, il est nécessaire que ce garçon ou cette fille occupe une place de l'autre sexe par rapport à celui de la naissance. Dans les Balkans, il y a ce qu'on appelle les vierges jurées des Balkans, il y a les Berdaches en Amérique du Nord, il y a les Ishra en Inde, etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cultures dans lesquelles la place sociale assignée à un enfant est beaucoup plus importante que la réalité anatomique. Et donc ce que disent ces personnes quand ils parlent d'assignation, c'est qu'ils disent que, bien sûr, on a observé leur anatomie, mais qu'on les a mis immédiatement dans une catégorie qui est celle de mâle ou femelle, de garçon ou fille, et que ce qu'ils remettent en question, c'est la validité même de cette catégorie, homme ou femme. Un petit peu d'histoire. Dans les années, en 1949 exactement, dans les années 50, il y a une grande dame qui s'appelle Simone de Beauvoir et qui a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est une phrase qui est devenue un catéchisme pour nous tous et dont tout le monde s'est emparé avec beaucoup d'intérêt, évidemment, et sur laquelle tout le monde s'est mis à travailler. C'est une phrase beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer, parce que, évidemment, au moment où elle l'employait, qui était le moment de la lutte des femmes pour leur émancipation et pour l'égalité entre les hommes et les femmes, elle disait qu'on ne naît pas femme, elle ne s'adressait pas à la biologie ou à l'anatomie ou aux hormones, elle s'adressait à la culture, à la société. Autrement dit, elle disait à ce moment-là, eh bien, on ne naît pas femme au sens de ce que la culture, la société nous assigne en tant que femme. Faire la cuisine, être des ménagères, mettre au monde des enfants, être inférieur aux hommes, vivre sous la coupe d'un père ou d'un mari, être moins payé sur le plan du travail, avoir moins de droits, etc. Donc évidemment, elle parlait de l'être social féminin. Mais de plus en plus, cette question-là, on ne naît pas femme, on le devient, rencontre d'autres acceptions. C'est-à-dire, est-ce que si on ne naît pas femme et qu'on le devient, est-ce qu'on a besoin de naître avec un vagin et un utérus pour devenir femme ? C'est exactement la question que posent tous ces jeunes aujourd'hui. Et c'est une question d'ailleurs, si je peux faire un écart, qui rencontre beaucoup d'hostilité dans certains mouvements féministes, puisqu'il y a des mouvements féministes aujourd'hui dits anti-trans, c'est-à-dire qui disent qu'une femme trans n'est pas une femme. Donc on est dans un questionnement qui devient très violent hein, sur le plan des relations sociales. Mais si je vous parle de ma clinique, cette question-là devient pour moi de plus en plus obsolète, parce que entre les personnes qui entament des transitions où ils vont jusqu'au bout de la transition,
c'est-à-dire jusqu'au bout d'une transition hormono-chirurgicale. C'est donc des hommes qui prennent des hormones, qui ont donc de la poitrine, qui se font enlever leurs organes génitaux avec un néovagin, etc., et qui deviennent donc en apparence, anatomiquement, physiologiquement aussi sur le plan hormonal, des femmes. Et il y a de plus en plus, aujourd'hui même beaucoup plus, de filles, qui font le cheminement inverse pour devenir des garçons, qui prennent des hormones masculines, qui ont la voix qui mue, la pomme d'Adam qui pousse, la barbe qui pousse sur leur poitrine, qui se font enlever la poitrine, ça c'est vraiment la chose la plus importante pour elles, sinon elles portent des binders toute la journée qui compriment leur poitrine jusqu'à être couvertes de bleu et jusqu'au sang, tellement cette poitrine leur est devenue insupportable. Et un certain nombre d'entre elles vont faire une chirurgie génitale avec une prothèse génitale, mais très peu. Donc, il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont dans l'espace public et qui sont dans des situations corporelles plus intermédiaires entre hommes ou femmes, entre garçons ou filles, entre, j'ai presque envie de dire, entre mâles et femelles. J'ai un patient qui est un homme trans, qui est donc un homme sur le plan de l'état civil, qui a changé son état civil, son numéro de sécurité sociale, etc. Mais comme il a gardé utérus et ovaire, il a fait une grossesse et il a accouché d'un enfant. On en a un petit peu parlé dans la presse, il s'appelle Abel, et il est un des premiers, aux États-Unis il y en a beaucoup plus, un des premiers hommes à avoir accouché en France. Il a accouché de cet enfant, et la loi l'a reconnu non pas comme mère de l'enfant, ce qui aurait été dans le sens de la loi, puisque la mère est celle qui accouche, mais comme père de l'enfant, puisque toute son apparence est celle d'un père et celle d'un homme. Donc vous voyez que c'est un chantier considérable. C'est un chantier qui nous amène à reconsidérer très en profondeur les catégories et je dirais la façon dont nous décryptons l'autre et nous décryptons la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans la clinique avec ces patients dans quelque chose qui approche beaucoup plus la question de l'être, la question de l'essence. Et que finalement, on voit à quel point cette question de l'assignation de genre est justement du côté de l'assignation et pas du côté de l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on assigne un bébé à l'état civil en le nommant garçon ou fille et en lui donnant un prénom de garçon ou un prénom de fille? C'est qu'on le précipite dans tout un univers qui est l'univers du genre, dès sa naissance. Autour de ce processus d'assignation, il y a toutes ces assignations antérieures dont vous parliez tous, qui est qu'évidemment, il est projeté sur l'enfant tout un univers, toute une histoire, toute une transmission, toute une ascendance, etc. Et autour de sa nomination, autour de son assignation, il est projeté tout l'univers du genre. Et que les bébés filles et les bébés garçons rentrent dans des univers de genre dès le jour de leur naissance. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on ne tient pas un bébé garçon et un bébé fille de la même façon, on n'utilise pas le même ton de voix avec un bébé fille et avec un bébé garçon, on n'allaite pas, on ne donne pas le biberon de la même façon à un bébé fille ou un bébé garçon. Tout l'univers leur est présenté vers ce que sont les représentations sociales des filles et les représentations sociales des garçons. L'allaitement, par exemple, c'est très intéressant. Il y a des études américaines qui montrent qu'on a tendance à allaiter ou donner le biberon au bébé garçon à la demande, c'est une tendance lourde, et à donner le biberon ou l'allaitement au bébé fille à des heures fixes. Vous voyez, c'est un tout petit exemple pour montrer qu'il y a tout un univers où, évidemment, les garçons vont être plus des enfants rois qui vont être libres de leurs décisions et des filles vont avoir à se contraindre à un certain nombre de règles. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce que ce chantier du genre que nous présentent ces jeunes aujourd'hui, eh bien, il remet en question tous ces fondamentaux extrêmement profondément.
peut-être je m'arrête là et puis on... Oui. on continue. Mais justement, je voulais un petit peu, en vous écoutant, je suis... D'abord, merci, c'est très intéressant parce qu'on est, en général, dans nos pratiques, on en rencontre moins que vous. Donc moi, je suis très, très avide de ce que vous nous délivrez comme représentation. Et ce que j'entends, c'est qu'au fond, ces jeunes qui rentrent dans ces processus de transition, c'est extrêmement subversif. Hein, ils sont en train vraiment de... Là où on peut, en tant que psy, un peu câblé sur le mode psychanalytique, on peut se dire c'est de la toute-puissance. En fait, vous nous dites ce sont des gens qui, au contraire, nous précipitent dans une représentation de l'humain, non plus assigné à son genre, mais qui nous invite à voir l'être en eux. C'est une représentation que je vous remercie vraiment de nous transmettre. Je trouve ça formidable et extrêmement révolutionnaire. Et ça m'amenait à vous re-questionner tous. Quand on parle de PMA, quand on parle donc de transition de genre, bien entendu, vous nous l'avez dit, on parle d'individus qui essayent quand on parle de psychothérapie, Marc nous l'a bien expliqué, on parle vraiment de comment chaque individu va tenter de trouver sa liberté et essayer de se construire comme un sujet propriétaire de sa vie, libre de ses décisions et de ses choix. Donc en fait, on est en train de parler, j'ai l'impression, d'une révolution en marche. Il y a quelque chose d'extrêmement révolutionnaire, extrêmement subversif dans ce qu'on partage ce soir. Est-ce que l'un d'entre vous aurait envie de peut-être élaborer sur cette question ? Je crois que Marc a envie de parler de subversion. Ah pardon, c'est Yann. En tout cas, en vous entendant, Serge, je repense à cette interview de Bernard Gols qu'on trouve dans la revue APO, où il fait la distinguo entre être et exister. Et il montre qu'il y a déjà une forme d'être qui est là, possible pour le fœtus dans la vie prénatale. Et le exister, se trouver au dehors, eh bien, va advenir dans un lien. Et ce que j'entends là, c'est que vous mettez l'accent sur comment ça va être possible pour la personne de récupérer la possibilité d'être en amont de cette existence qui est définie par le regard des autres. Hein. C'est d'ailleurs, moi j'ai une passion pour Winnicott, et c'est ce que Winnicott a le plus développé, c'est-à-dire cet être avant la question d'être garçon ou d'être fille. Cet être antérieur à être garçon ou être fille, et qui nous invitait à essayer de retrouver avec les patients, parce que être garçon ou être fille, c'est déjà, pour reprendre le terme de Goethe, du côté de l'exister, c'est-à-dire c'est être garçon ou fille pour l'autre, et dans une forme de lien social. Tandis que cet être non contaminé, disait Winnicott, cet être non contaminé, ça serait justement celui je crois que nous avons invité nos patients à retrouver, c'est-à-dire à retrouver cette question de la first being, disait Winnicott, c'est-à-dire, c'est pas traduisible en français, first being, c'est être en train d'être, c'est-à-dire c'est juste ce travail d'être en train d'être. Ça me fait penser aussi à ces deux conceptions sur lesquelles on travaille en analyse psycho-organique. Avec un C minuscule, c'est l'acte organique qui a permis la venue d'un nouvel être. Et puis avec le C majuscule, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel et qui appartient à un sujet qui revisite ou qui rejoue son entrée dans le monde. C'est comment du fond de lui-même, comment du fond de nous-mêmes, quand nous travaillons sur notre naissance en APO, nous pouvons laisser venir d'abord une sensation, et puis ça chemine des fois par des images, et puis jusqu'à finalement parfois des mots, la sensation de qu'est-ce que je vais aller vivre dans une vie d'humain sur la Terre, quoi. Et c'est quelque chose qui peut évoluer au cours d'une vie. Et ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans, me semble-t-il, c'est que là où la vie contemporaine nous demande de produire, de consommer, d'être acteur d'un système qui nous fait des objets, il y a vraiment la possibilité de récupérer une position de sujet. Et ce travail sur la naissance me semble vraiment central à cet endroit-là. Ruth, tu voudrais réagir sur ça ?
Moi, je voulais réagir sur le fait que, oui, les psychothérapeutes sont subversifs dans le sens où, où je rejoins Serge Effès sur le fait que nous sommes là pour soutenir l'être, au-delà des représentations et de la manière dont il a été, de par son environnement, investi dans son existence, me semble-t-il. Je voulais aussi rebondir un petit peu plus, peut-être un peu plus général, sur l'impression. Enfin, je trouve qu'il y a dans notre société, j'observe une quête d'identité. Hein, notamment, les gens font beaucoup de tests ADN, par exemple, où il y a aussi les réseaux communautaires. Hein, les gens cherchent à se reconnaître en même temps qu'ils cherchent à être très proches de leur être. Et il me semble que ce que l'on fait dans le travail thérapeutique permet à l'être de s'ouvrir à sa complexité intérieure, personnelle, et que cette ouverture qui lui permet d'appréhender en lui-même la coexistence de différentes instances, on pourrait dire, ça cohabite, et que ça prépare à la rencontre avec l'autre et avec le monde. Et que c'est en ce sens que l'espace thérapeutique est fondamental et d'une certaine manière subversif, parce qu'il est bien au-delà de la norme politique et sociale. Alors je crois que Marc, toi tu vas plus loin encore. Oui, je continue sur ce thème. Effectivement, en étant en contact avec les différentes parties de soi-même, mais dans l'unité de soi-même, c'est une énergie en soi qu'on récupère dans ses naissances et dans ses renaissances thérapeutiques. Une énergie qu'on peut mettre au service de l'autre, dans la relation à l'autre, et qu'on peut mettre aussi dans notre désir éventuel de transformer les choses, de changer des choses socialement. Dans cette mesure-là, on peut dire, oui, que le fait d'advenir à soi-même en thérapie a une fonction politique presque. Hein. Hannah Arendt, elle dit quelque chose comme ça, elle dit « naître à soi-même est un acte politique ». Et c'est sûr que quand on est bien psychiquement, quand on est bien physiquement, on a l'énergie et la disponibilité pour agir sur le monde, pour agir sur l'environnement, pour aller dans le sens de tout ce qui est en train de se dessiner actuellement. Et notamment dans une dimension qui est celle de l'imagination. Quand on est né à soi-même en thérapie, on est capable d'imaginer. Et là, actuellement, il s'agit vraiment de pouvoir imaginer d'autres possibles. Il s'agit vraiment de pouvoir imaginer d'autres utopies que celles sur lesquelles reposent nos sociétés, notre société. Et cette capacité, et ça nous fait défaut actuellement, je crois. Hein. Et cette mobilisation unitaire de soi-même permet d'avoir la force d'imaginer autre chose. Pour finir, je dirais que aussi cette capacité de soi, ça donne un pouvoir. C'est tout le mouvement de l'empowerment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. C'est un mouvement de potentialisation de soi-même, d'empuissancement de soi-même, si on veut, hein, qui a été initié aux États-Unis par Martha Nussbaum et Amartya Sen, hein, et qui dit que c'est avec la capacité individuelle, c'est la sommation des capacités individuelles de changement possible sur le monde que les choses peuvent changer. C'est-à-dire que c'est le mouvement individuel de chacun qui est dans sa puissance
d'être, d'exister et de transformer que les choses peuvent changer. C'est aussi ce que reprend actuellement Cynthia Fleury quand elle parle du care, c'est-à-dire de ce fait que en étant soi-même, on est en mesure de prendre soin de l'autre et que rien ne se fait dans la vie sans cette dimension-là, du prendre soin de l'autre, qui est tellement dévalorisée dans nos sociétés, qui est tellement parfois même méprisée, et que en étant pleinement soi-même, en possession de soi, on est aussi capable de prendre soin, de façon générale, de l'autre, mais aussi de son environnement, de la planète. Et voilà. Et je terminerai là-dessus. Merci infiniment. C'est le moment de vous empuissancer.